Nous allons avoir maintenant la conférence de M. Kessner-Farel. M. Kessner-Farel qui se passe de présentation dans notre milieu, mais tout de même permettez-moi de vous faire un rappel sur son parcours. Kessner-Farel a une formation en sciences économiques et en sciences politiques, avec une spécialisation en administration publique et en administration sportive. Il est membre fondateur et PDG du groupe Croissance SA, une firme de consultation en économie, finance, management et technologie. Il fonde l'Educatech en 2008, une firme spécialisée dans l'insertion de la technologie dans l'éducation. Il est aussi professeur d'université. Il est aussi consultant. On le retrouve à la Banque de la République d'Haïti. Il est aussi sollicité par The Economist Intelligence Unit en Angleterre. M. Farel est aussi commentateur économique. Il s'intéresse aussi au sport. Et à ce titre, il est conseiller de la Fédération haïtienne de football. Et aussi donne sa contribution au journal Le Matin comme responsable de la section économie et affaires. Alors, j'invite M. Farel avec plaisir à nous rejoindre pour sa conférence sur l'évolution du mécénat, de la philanthropie à la valeur partagée. D'abord, remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette activité si importante pour Haïti. Le mécénat culturel, avec quelques idées peut-être provocatrices d'un économiste, pour voir est-ce que le mécénat peut vraiment résoudre les problèmes d'Haïti. Est-ce qu'il faut changer le modèle? Il faut le faire comme économiste. Je vais vous montrer d'abord les besoins d'Haïti dans le cadre de mécénat. Ce sont des besoins extrêmement importants. Donc j'ai pris 3 pays, Haïti, République dominicaine et la Jamaïque. Haïti avec la République dominicaine, même population, 10,2 millions d'habitants. Ce sont des chiffres de 2011. Maintenant, on est à peu près 10,7 selon l'IHSI pour les chiffres de 2012. Et la Jamaïque avec moins de 3 millions d'habitants. Le PIB qui exprime en général la performance économique d'un pays. Haïti, 7,4 milliards de dollars américains. En chiffre actuel, l'année dernière, on est à 7,8 milliards de dollars américains. On a moins de 10 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts. Pendant que notre voisine, la République dominicaine, en 2011, 56,7 milliards, et l'année dernière, ils sont à 59 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts. Même population, même force active de travail, mais vous voyez la performance économique totalement différente. La Jamaïque, beaucoup plus petite physiquement, la superficie c'est à peu près 10 000 km², on a 27 000 en Haïti. Moins de 3 millions d'habitants, la Jamaïque arrive à faire 2 fois le produit intérieur brut d'Haïti, soit 14,8 milliards de dollars américains. Et le dernier chiffre pour l'année dernière, c'est 15,7 milliards de dollars américains. Donc le revenu per capita d'Haïti, donc en prenant le PIB, la performance qu'on a réalisée en termes de PIB, à diviser par la population, on obtient 738 dollars américains de revenu per capita, contre 5 639 dollars pour la République dominicaine et 5 402 pour la Jamaïque. Donc on voit ici qu'il y a un grand besoin de mécénat. Ce pays a besoin d'aide et de soutien lorsqu'on regarde le pouvoir d'achat du pays. Là, je regarde maintenant le revenu per capita sur une période très longue, parce qu'en économie, il est intéressant de voir pas une année, mais de voir une période beaucoup plus longue. Donc de 1990 à 2011, la République dominicaine, donc si on voit la courbe en noir, c'est la région, Amérique latine et Caraïbes. Le revenu per capita en 90-91 était inférieur à 6 000 dollars américains, et en 2011, ça a doublé, presque 12 000 dollars américains. Pour la Jamaïque, vous voyez la même tendance. Et on va voir pour Haïti. Regardez. On n'est jamais sorti de la barre de 2 000 dollars américains de revenus per capita de 1990 jusqu'à 2011. Ce qui signifie qu'il y a de sérieux problèmes sociaux, ce qui signifie qu'il faut de l'aide à cette économie,
Donc, on parle bien de mécénat, de sponsoring, de fundraising, donc tout ce qui peut apporter un soutien à ce pays. Là, je vais au niveau du budget de la République, parce que on prend le PIB pour voir la capacité de l'économie réelle et voir les entreprises, et là, on voit le gouvernement. Voilà le budget qui a été déposé au Parlement. C'est 126,4 milliards de goudes. Pour les étrangers dans la salle, on est à peu près $1 pour 44 gouttes, donc ça ferait à peu près moins de 3 milliards de dollars américains comme budget pour un pays avec une population de plus de 10 millions d'habitants. Et si on regarde à droite le secteur culturel qui nous intéresse, puisqu'on parle de mécénat culturel, on verra pour l'ensemble du secteur qui n'a pas que le ministère de la Culture, il y a également le ministère de la Communication et le ministère des Cultes. Nous sommes à moins de 3 milliards de gouttes, ce qui ferait à peu près 60 millions de dollars américains, ce qui ferait 50 millions d'euros. Donc, pour vous dire, voilà le secteur culturel haïtien. Donc, je pense que the big picture, à savoir la situation économique, l'économie réelle, moins de 8 milliards de dollars américains, un PIB inférieur à 3 milliards de dollars américains, donc on comprend que les besoins sociaux sont extrêmement importants. Mais sachez que, après le tremblement de terre, selon les données, 5 milliards de dollars américains, soit plus de la moitié du produit intérieur brut, a été dépensé dans cette économie, avec des résultats tout à fait mitigés. On parle aujourd'hui Haïti comme le tombeau des ONG. Donc ce n'est pas simplement mettre de l'argent au niveau social, mais comment on gère tout ça, ça pose vraiment un sérieux problème. Là, nous allons entrer dans le sujet, dans le vif du sujet, après avoir noté ce besoin d'Haïti, des besoins sociaux extrêmement importants, parce que lorsque vous avez moins de 8 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts, vous pouvez comprendre qu'il y a de sérieux problèmes d'éducation, de santé, d'environnement, et le budget, comme on l'a vu également, sans entrer dans les détails, donc ce sont des montants presque insignifiants. Là, j'utilise, même pas une page, mais toute une documentation assez nouvelle dans le cadre de mécénat, dans le cadre de comment aider les pays les plus pauvres, comment résoudre les problèmes sociaux. Et là, c'est Michael Porter qui a développé ce nouveau concept qui s'appelle la valeur partagée. Et nos amis français, peut-être Jacques Attali, qui lance sa fameuse économie positive. Donc il y a de grands débats, comment résoudre les problèmes actuels, pas de manière traditionnelle. Il faut qu'il y ait une véritable révolution. Je pourrais dire, Attali en Europe et Porter du côté des États-Unis proposent tout ce genre de discussions, de nouvelles idées en quelque sorte. Quel est le nouveau rôle des affaires, du secteur des affaires dans la société? Est-ce toujours de la philanthropie, comme Milton Friedman aurait dit, du window dressing, à savoir se donner bonne conscience? On prend une partie des profits, on donne ça à un groupe d'intermédiaires pour aider. Les résultats ne sont pas au rendez-vous en général. Seulement le monde des affaires peut créer la richesse pour donner lieu à la prospérité. Ça, c'est l'approche même du secteur des affaires. Ils sont là pour créer de la richesse, donc il faut leur donner une situation intéressante. Mais les affaires en bonne santé ont besoin d'une communauté en bonne santé. Donc vous comprenez bien qu'il est difficile d'avoir de bonnes affaires en Haïti dans une communauté avec tant de difficultés qui n'est pas en bonne santé. Donc il y a une conscience de plus en plus croissante d'importants défis sociaux qui ne peuvent être résolus exclusivement par les ONG. Le gouvernement et les ONG manquent de ressources suffisantes et de capacités pour faire face à ces défis. Je peux vous dire que les problèmes sociaux sont beaucoup plus complexes que les problèmes pour résoudre une entreprise privée. Je citerai par exemple une entreprise de télécommunication. Vous avez à donner l'électricité et à donner la communication. Donc c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que le problème social, il y a tellement de choses à résoudre, tellement de problèmes, donc ce n'est pas vraiment facile à résoudre. Donc ce n'est pas le gouvernement qui très souvent n'a pas les capacités financières. On a vu le cas d'Haïti, n'a pas les ressources humaines, n'a pas les ressources matérielles. Et les ONG arrivent, oui, avec la bonne volonté à en revendre, mais ça ne va pas résoudre les problèmes sociaux. Donc les entreprises, de notre côté, sont de plus en plus perçues comme des organisations qui prospèrent, mais au détriment de la communauté globale. Et parfois, on les considère comme la principale cause des problèmes sociaux. Donc, vous voyez le paradoxe qu'il y a en quelque sorte. Les gouvernements ne peuvent pas. Parfois, vous allez voir, on vous dit que la croissance économique est de 4%, mais lorsqu'on regarde la situation sociale, c'est extrêmement difficile. Donc,
les entreprises sont parfois responsables de la situation environnementale et également de la détérioration sur le plan économique. Donc, en dépit de l'accroissement des activités d'entreprises citoyennes, ça a évolué, hein, de la philanthropie, on parle maintenant d'entreprises citoyennes, eh bien, la légitimité du secteur des affaires a chuté. À travers le monde, en Europe, aux États-Unis, dans les grands pays. Après la crise financière, c'est pire. Ils sont responsables. Ils sont vraiment les diables du système. Donc, voilà ce que propose Michael Porter, à savoir quel est le rôle d'une entreprise dans ces communautés. Les approches en évolution. Si vous regardez le document que vous avez pour le cas d'Haïti, nous on se retrouve exactement, et madame qui présentait tantôt, nous parlait beaucoup de philanthropie, des dons à des causes sociales louables. C'est le mécénat, c'est le bénévolat, c'est le volontariat. Comme on aurait dit en Haïti, papa bon cœur. Quelqu'un qui a de l'argent et qui veut aider. Donc voilà au stade où nous sommes, la situation en Haïti qui est dominante. Il y a une évolution où ce terme a évolué considérablement, que ce soit dans les pays les plus avancés, à savoir la responsabilité sociale des entreprises, RSE, Social et Corporate Responsibility, en conformité avec des normes de la communauté. Il y a des entreprises haïtiennes qui s'appellent également entreprises citoyennes. C'est un terme nouveau dans notre jargon. La durabilité, sustainability. Donc, quelques entreprises haïtiennes sont passées de la philanthropie à la responsabilité sociale des entreprises. Mais Porter vous dit qu'il faut aller beaucoup plus loin maintenant avec ce nouveau terme, la création de la valeur partagée. Dans le langage économique et des affaires, on parle de valeur ajoutée. Vous allez investir, vous allez faire l'acquisition de terrain, vous construisez le building, vous employez des personnes, vous avez du matériel, donc ce sont les coûts, et vous allez maintenant vendre, donc le revenu marginal, vous allez soustraire le coût marginal, et dans les affaires, on parle de profit, et ça s'appelle de la valeur ajoutée. Et de cette valeur ajoutée, l'entreprise donne une partie pour la philanthropie, le mécénat, ce sujet qu'on en développe aujourd'hui. Mais il faut aller beaucoup plus loin, ce n'est pas simplement rester à la valeur ajoutée, mais c'est comment vous allez partager cette valeur, pas un partage dans ce que vous faites dans vos profits, mais comment vous allez intégrer les problèmes sociaux dans la gestion de votre entreprise. Donc, tu m'excuses. L'intégration de l'amélioration sociale dans la création de la valeur économique. Donc, il faut intégrer les problèmes sociaux à l'intérieur de votre entreprise. Et c'est ça le grand défi pour le secteur des affaires. Donc, la valeur partagée, c'est quoi? Ce sont des politiques et pratiques d'entreprise qui améliorent la compétitivité de l'entreprise en avançant de façon simultanée les conditions sociales et économiques dans les communautés dans lesquelles elle vend et opère. Michael Porter. Voilà la définition de la valeur partagée. Donc, si vous êtes une entreprise évoluant dans une communauté où il y a de sérieuses difficultés et que vous faites un profit assez intéressant, assez substantiel, donc vous n'avez pas partagé la valeur. Vous n'avez pas pris conscience. Et on ne peut pas être durable car les risques vont augmenter de manière considérable sur le plan social, des tensions politiques, et ça va poser un problème de compétitivité de l'entreprise. Donc la valeur partagée, c'est quoi? Selon Porter, c'est la création de la valeur économique en créant de la valeur sociétale. C'est encore l'utilisation du capitalisme pour résoudre des problèmes sociaux. Donc ce n'est pas simplement un capitalisme à visage humain, ça c'est de la valeur ajoutée, on prend une partie des profits, on dit bon, on va aider, c'est de la philanthropie. Il faut aller beaucoup plus loin que cela. C'est la recherche de solutions aux problèmes sociaux qui sont évolutifs et indépendants. Donc n'allez pas dire que ce n'est pas votre problème, c'est le problème du gouvernement. Vous avez fait votre travail, vous vous intéressez à ce qui se passe dans votre organisation. Ça, ce n'est pas de la valeur partagée, c'est de la valeur ajoutée. Voilà, en quelque sorte, les principales caractéristiques de la valeur partagée. Mais la valeur partagée n'est pas le partage de la valeur déjà créée. Car lorsqu'on parle de philanthropie, c'est ce qui est déjà dégagé dans l'entreprise, les profits, donc c'est déjà créé, et on vous donne une partie. Ça, ce n'est pas de la valeur partagée. Donc c'est la différence entre la valeur partagée et la valeur ajoutée. Ce n'est pas des valeurs personnelles. Ce n'est pas le directeur, le leader de l'entreprise qui se dit « Ah bon, je dois aider, je dois donner quelque chose en retour ». Il ne faut pas que ce soit l'individu qui va dire « c'est moi » et lorsqu'il part, il va y avoir une autre personne, donc on peut tout changer. Ça doit intégrer
la culture de l'entreprise, cette valeur sociétale qu'on doit prendre en considération. Ce n'est pas simplement l'équilibre des intérêts des parties prenantes. On donne parce qu'on veut avoir une bonne image, la réputation de l'entreprise. C'est plus que l'entreprise citoyenne. Ce n'est pas la même que la durabilité. C'est encore beaucoup plus loin. Donc tous les profits ne sont pas égaux. Les profits en valeur ajoutée et les profits en valeur partagée. Les profits impliquant la valeur partagée permettent à la société d'avancer et de croître plus vite. L'intégration des problèmes sociaux dans la stratégie et les opérations est la prochaine transformation de la pensée managériale. Donc lorsqu'on fait le plan stratégique de l'entreprise, on ne regarde pas simplement le positionnement externe, l'environnement externe pour l'entreprise. Il faudra qu'on puisse prendre en considération l'environnement de la société, de la communauté en quelque sorte. Donc c'est tout un champ, et c'est assez nouveau en quelque sorte, proposé par Michael Porter et développé également par Jacques Attali. Donc la pensée de la valeur partagée représente la prochaine évolution du capitalisme. C'est après le capitalisme à visage humain, mais c'est un capitalisme résolvant les problèmes sociaux, prenant en considération dans le plan stratégique de la compagnie et également dans les opérations de la compagnie. Donc, business et société, pourquoi la déconnexion? Pourquoi les entreprises arrivent à dégager des profits? Pourquoi le PIB sur le plan macro arrive à croître et que les sociétés, les disparités sont aussi importantes? Pourquoi cette déconnexion? Eh bien, Porter nous dit, c'est parce qu'on sépare l'entreprise de la société, alors que l'entreprise fait partie de la société, devrait résoudre les problèmes de la société. Donc, on est en profit et de la firme et la croissance, profit individuel, sectoriel, croissance économique, PIB, on peut parler de 5%, de 10% de croissance. Regardez la République dominicaine, avec 59 milliards de dollars américains, c'est beaucoup plus intéressant qu'Haïti, mais la République dominicaine a de sérieux problèmes économiques et de sérieux problèmes sociaux, des disparités assez importantes. Donc, comment lier les profits de la firme et croissance au développement social et économique? Donc, plusieurs entreprises et investisseurs ont adopté un modèle étroit de la création de la valeur économique, qui est la valeur ajoutée, les profits. Satisfaction des besoins conventionnels, de clients conventionnels. L'entreprise vous dit, il y a un besoin en télécommunication, un besoin en électricité, un besoin en produits alimentaires, donc je résous le problème comme entrepreneur et ça me suffit. Donc, c'est ce qui explique cette déconnexion. L'optimisation des frontières traditionnelles de l'entreprise. On va optimiser, on va maximiser les profits, on va bien gérer, on va satisfaire nos actionnaires. Donc, lorsqu'on se concentre dans un modèle étroit, donc les problèmes sociaux sont assez importants. Amélioration des profits à travers la réduction des coûts. Donc, s'il y a des pertes, donc comment? La première chose, licenciement. Le downsizing, comme on dit en général. Comment on va se repositionner? En France, on se plaint de la relocalisation. Donc, comment on va réellement diminuer les coûts, minimiser les coûts pour pouvoir maximiser les profits? Ça, c'est le modèle étroit, à savoir qu'il reste simplement au niveau de la firme sans penser à la société, les coûts que ça peut avoir au niveau de la société. Des problèmes sociaux sont traités comme des éléments en dehors de la portée du secteur des affaires. Ce n'est pas mon problème à moi. Je suis un gestionnaire d'entreprise, je suis leader de mon entreprise, je m'occupe exactement de mon entreprise. Ce qui est à l'extérieur, c'est le problème du gouvernement. Les problèmes complexes, les problèmes sociaux, je les laisse pour les gouvernements. Donc ainsi, de sérieux problèmes ne sont pas résolus. Santé, éducation, environnement. Et la croissance et l'innovation en souffrent. Donc on ne peut pas réellement croître, on ne peut pas innover dans l'entreprise si l'environnement externe, il y a de fortes tensions en quelque sorte. Ceci dit, aujourd'hui on parle tellement de compétitivité, on parle de productivité. Donc lorsque les entreprises, les leaders des entreprises réfléchissent sur le problème en regardant simplement à l'intérieur de l'organisation, qu'est-ce qui va se passer? La productivité de l'entreprise va connaître un impact négatif. Car la productivité de l'entreprise dépend de l'impact environnemental, ça dépend de l'accès aux fournisseurs et la viabilité des fournisseurs, ça dépend des talents et compétences des employés, on parle d'éducation, ça dépend de l'équité de genre et de race, la discrimination par rapport aux femmes, même dans les pays les plus avancés, ça a eu un coût extrêmement important sur la productivité. Les entreprises ont pu croître à un rythme beaucoup plus important lorsque les femmes maintenant s'engagent sur le marché du travail. Il y a des études scientifiques qui l'ont prouvé clairement. Lorsqu'il y a la sécurité de l'employé qui n'est pas prise en cause, ça affecte la productivité de votre entreprise.
La santé de l'employé, donc c'est encore un aspect social lorsqu'on regarde le budget, l'utilisation de l'eau, l'utilisation énergétique. Donc nous en Haïti, pourquoi les entreprises haïtiennes ne peuvent pas croître à un rythme supérieur à 5 jusqu'à 10%? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'environnement qui empêchent ce développement en quelque sorte. Donc les déficits sociaux créent des coûts économiques. Plus les déficits sociaux sont élevés, donc vous ne pouvez pas minimiser vos coûts. Encore, si vous voulez le faire, ce sera au détriment de la qualité de vie de la population avec des licenciements et des relocalisations. Les conditions externes forment la productivité interne de l'entreprise. Donc cette valeur partagée, on pourra l'atteindre si on prend en considération les problèmes environnementaux, les problèmes sociaux qui ne sont pas de votre contrôle, d'où la nécessité d'un partenariat public-privé, partenariat de toutes les branches de la société. Donc il y a une conformité entre la création de la valeur économique et des objectifs sociaux. On ne peut pas les dissocier. Donc niveau de valeur partagée, c'est la reconception des produits, des besoins et des clients. Donc la façon traditionnelle de produire les biens, de satisfaire les besoins des clients, eh bien il faudra reconcevoir tout ça. Satisfaction des besoins sociaux et atteinte des clients non servis et mal servis. Parce que lorsqu'on fait une étude de marché, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez le produit? Oui. Est-ce que vous pouvez acheter le produit? Donc, tous ceux qui ne peuvent pas acheter, ça ne nous intéresse pas dans le business traditionnel. Donc, il faut maintenant voir comment élargir le gâteau pour pouvoir les atteindre également. C'est la redéfinition de la productivité dans la chaîne de valeur. Comment l'organisation utilise mieux les ressources dans la chaîne de valeur pour améliorer la productivité fondamentale. Ce n'est pas la productivité à l'intérieur de l'entreprise, mais dans l'environnement en général. Et un terme que Porter aime beaucoup, c'est le cluster, le regroupement des entreprises, à savoir des pôles de développement. Améliorer les compétences disponibles, les fournisseurs et les institutions de support dans la région. Donc vous arrivez dans une région, vous ne restez pas pour dire « Ah, moi je viens vendre, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe ». Vous devez vous intéresser aux faiblesses, aux menaces qu'il y a au niveau de la région. Ceci dit, ça c'est pas de Porter, c'est de Prahalad qui a développé un fameux livre assez intéressant, The Fortune at the Bottom of the Pyramid, à savoir la fortune qui existe au bas de la pyramide. Les gestes qu'on avait négligés parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'achat, ils n'avaient pas les moyens. En général, les entreprises additionnelles se concentrent en haut, $1 500 à $15 000 américains, à savoir la classe moyenne, et le top niveau, à savoir ayant plus de $15 000 américains pouvant payer les biens et les services. Ce sont les clients traditionnels, conventionnels, et c'est ainsi que le capitalisme fonctionne. Où est le pouvoir d'achat? Où je puis obtenir le revenu assez intéressant? Comment attaquer la base de la pyramide? Comment innover? Comment penser à ce 4 milliards? Parce que vous ignorez les 4 milliards pour à peu près 2 milliards. Donc comment vendre? Comment prendre en considération le bottom of the pyramid? Et c'est ça tout le concept de valeur partagée, cette redéfinition qu'il faudra mettre en cause. Là, c'est un cas local. Parce que nous, au niveau du groupe Croissance, on réfléchit beaucoup sur cet aspect de valeur partagée et de voir la chaîne de valeur. On a appris, par exemple, un problème que nous avons avec les Dominicains. Les Haïtiens qui disent 30 millions d'œufs par mois, on peut produire des œufs également en Haïti. Mais attention, dans la valeur partagée, ce n'est pas simplement la production, c'est plus que ça. Et dans la valeur partagée, ce n'est pas simplement laisser les maillons de manière totalement élargie, comment les regrouper, comment les rendre beaucoup plus solides et qu'il y ait une solidarité dans les affaires également. Et vous allez voir, si Haïti veut produire des œufs, il y a un marché intéressant puisque la production locale, les producteurs locaux arrivent à satisfaire seulement 5% du marché. 95% du marché, États-Unis et la République dominicaine. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait des intrants, producteurs d'aliments, balancés, producteurs de pondeuses. Donc quelqu'un qui décide de faire une grande ferme pour produire des poulets et des œufs devrait se pencher également à l'entrée comment aider ces gens, ce qu'on appelle les fournisseurs à l'entrée. Et après avoir produit, comment vous allez retrouver d'autres maillons. Donc ce n'est pas un producteur qui doit produire toute la chaîne.
Il faut développer cette solidarité et qui est vendre en gros avec les consommateurs supermarchés, négociants vendeurs, marché total des vendeurs, et ensuite le processing, la transformation. Parce que l'œuf, on l'utilise pour tant de choses. Donc voilà toute cette chaîne. Malheureusement, dans le cas d'Haïti, ce que nous, on appelle des spéculateurs, que ce soit pour le café ou n'importe quelle chaîne de valeur, ce sont des entreprises qui se concentrent à la porte de sortie et qui ignorent ce qui se passe en amont. Et lorsqu'ils obtiennent un produit pour un et peuvent revendre avec une marge de près de 10 et découragent considérablement les maillons antérieurs. Ça fait partie de la valeur partagée. Il faudra mieux partager pour encourager les intrants, pour encourager les producteurs et qu'il y ait vraiment au niveau de la chaîne tous les maillons extrêmement solides. Donc c'est un cas local que je voulais vous montrer pour dire cette redéfinition, cette nouvelle conception, cette nouvelle approche et même cette nouvelle mentalité pour que tout le monde puisse gagner au niveau de cette chaîne de valeur. Donc la valeur partagée ouvre la possibilité de nouveaux besoins, de nouveaux marchés et de nouvelles configurations de la chaîne de valeur. Ceci crée de nouvelles opportunités pour le positionnement stratégique et de nouveaux avantages compétitifs. Plus on peut gagner sur la chaîne avec beaucoup plus d'acteurs, ce sera beaucoup plus intéressant. Des firmes peuvent intégrer une dimension sociale de leur proposition de valeur. Car celui qui produit le café ou encore le cacao en Haïti, qu'est-ce qu'il bénéficie comme cultivateur, comme producteur? On ne produit pas du cacao en Suisse, on le sait bien. Le cacao brut est très de bonne qualité en Haïti. Mais envoyer ça en Suisse, et ça nous revient le 14 février, et on voit la différence. Donc ce n'est pas le producteur brut qui va en bénéficier, mais c'est celui qui apporte toutes les transformations. Et c'est tout ça à réfléchir, que ce soit pour le café, qu'est-ce qu'on paie pour une tasse de café dans un aéroport de Miami. Le café est produit peut-être à Baptiste ici en Haïti, mais Starbucks va faire l'argent. Et comment encourager tout le monde à faire partie de cette équipe? Donc la valeur partagée peut renforcer et supporter même la stratégie de la firme. Donc le nouvel objectif du secteur des affaires, il y a une opportunité pour transformer la pensée et la pratique concernant le rôle de l'entreprise dans la société. La valeur partagée donne lieu à d'autres opportunités pour la création de la valeur économique. On va avoir un marché beaucoup plus grand, on fera beaucoup plus d'argent si on augmente le pouvoir d'achat des cultivateurs. La pensée de la valeur partagée conduira à la prochaine vague d'innovation, la croissance de la productivité et bref, à la croissance économique. Les entreprises agissant comme des entreprises responsables, pas comme des institutions de charité. C'est la différence. La philanthropie, donner la charité. C'est responsable, en renforçant la chaîne de valeur, sont probablement le moteur le plus puissant pour faire face à plusieurs problèmes pressants confrontés par notre société. Une transformation de la pratique des affaires autour de la valeur partagée donnera un nouvel objectif à l'entreprise et représente la meilleure chance pour donner une nouvelle légitimité aux affaires. Le secteur des affaires à travers le monde a perdu sa légitimité au niveau des problèmes sociaux. Donc la valeur partagée crée de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités pour la croissance et de nouvelles façons pour améliorer la productivité. Un mot cher lorsqu'on parle de business. Des opportunités pour des innovations perturbatrices vont proliférer. La capture des opportunités réclamera une nouvelle pensée concernant la segmentation de marché. On se rappelle tout à l'heure, lorsqu'on avait le top niveau, la classe moyenne et le reste en bas qu'on ignore. Ici, on parle de ceux qui ont moins de $1 américain par jour. On parle de ceux qui ont moins de 50 centimes par jour, ignorés totalement par le secteur des affaires car ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Donc comment les mettre également dans le modèle? La gestion de la chaîne de l'offre, la gestion des ressources et d'autres disciplines de gestion. Donc, on va voir comment ça se fait déjà. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas déjà expérimenté à travers le monde. Les entreprises sont en train de redéfinir le positionnement stratégique autour d'un état d'esprit de valeur partagée. On prend le cas de Nestlé. La nourriture, dès qu'on parle de Nestlé. Mais Nestlé va beaucoup plus loin aujourd'hui pour parler de nutrition. Donc Nestlé n'est pas une firme qui vend des produits alimentaires, mais qui veut résoudre des problèmes de nutrition. On va avec Nike, des souliers, sneakers. Ça doit avoir la santé et le bien-être, le wellness. Il faut aller beaucoup plus loin. IBM, le computer, la technologie,
Mais IBM aujourd'hui, c'est une firme qui est beaucoup plus comment résoudre les problèmes de la planète. Une planète plus intelligente, des villes plus intelligentes. Zipcar, location de voitures, non, repenser la mobilité urbaine. Donc il faut sortir du secteur et voir votre secteur dans le cadre global pour résoudre des problèmes sociaux, des problèmes d'environnement. Donc l'alignement du positionnement stratégique avec la valeur partagée ouvre fondamentalement de nouvelles façons de penser les affaires. Ce sens d'objectif plus large motive et attire des employés, des partenaires d'affaires, des parties prenantes, ainsi que le public. Donc les firmes doivent cesser de penser aux actionnaires exclusivement. Quel est le prix de l'action? Quel est le profit? Qu'est-ce qu'on va gagner en quelque sorte? Ils doivent ratisser beaucoup plus large. Modifiant les rôles des parties prenantes et les relations. Donc la pensée de la valeur partagée est en train de créer de nouvelles relations, nous dit Porter, entre des entreprises, des philanthropes, des ONG et des gouvernements en faisant face à des problèmes sociaux. Pendant trop longtemps, on a évolué en silo. Le gouvernement s'occupe des problèmes sociaux, les ONG donnent un support, le secteur des affaires s'occupe du business, faire de l'argent. Les actionnaires veulent toujours avoir beaucoup plus. Maintenant, comment créer entre tous ces groupes? Ce n'est pas simplement Bill Gates qui laisse Microsoft pour créer une fondation et aller aider, mais pourquoi Microsoft ne peut pas s'intégrer également dans les problèmes sociaux? Donc les rôles traditionnels en général dans les entreprises, c'est donner à des causes charitables. C'est ce qui se fait dans la philanthropie. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut initier et accroître des stratégies de valeur partagée. Sortir de la valeur ajoutée, qui est le rôle traditionnel, pour aller au nouveau rôle, à savoir comment permettre à la société de résoudre des défis. Les philanthropes, donner à des causes charitables. Bill Gates a fait plusieurs milliards, donc il dit je vais redonner. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est partenariat avec des entreprises et des ONG pour accélérer des initiatives de valeur partagée. La charité ne va pas résoudre les problèmes. Haïti est un pays qui le prouve chaque jour. Les ONG qui reçoivent des dons pour fournir des services sociaux. Il faut aller beaucoup plus loin. Permettre l'application de nouveaux modèles d'affaires de valeur partagée. Ce n'est pas simplement les entreprises, mais également les ONG doivent changer leur façon de faire. Ils doivent avoir également des responsabilités de résultats, de performance. Gouvernement, réglementer des pratiques d'affaires, opérer des programmes sociaux, c'est la formule traditionnelle. On a besoin de gouvernement, partenariat avec des entreprises et des ONG pour rendre des investissements et supporter des stratégies de valeur partagée. Donc tout le monde doit réfléchir pour cette valeur partagée. C'est facile de dire c'est le secteur privé, c'est le secteur des affaires. Nous tous, nous devons nous mettre en cause. Donc les ONG qui ne maîtrisent pas la valeur partagée, je suppose qu'il y en a dans la salle, feront face à une chute au niveau du flux de financement traditionnel. Donc, il se pourrait bien que les ONG vont disparaître si vous ne changez pas votre modèle également. Votre modèle, votre business model ne fonctionne plus. Les gouvernements qui n'arrivent pas à profiter de la valeur partagée réaliseront un progrès plus lent dans la résolution des problèmes sociaux. Donc, le secteur des affaires, gouvernement, ONG, on vous remet tous en question. Donc, mesurer la valeur partagée en liant les résultats sociaux et économiques. Donc, on est parti de l'approche de la mesure traditionnelle, comment on mesure en général pour chaque secteur. Regardez, pour le secteur des affaires, on parle de chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires? Quelle est la marge? Quelles sont les parts de marché? Quels sont les rendements? C'est le langage qu'on utilise. Et mesure de la valeur sociale, ok, en philanthropie, la conformité, la durabilité, analyse d'impact, la réputation, l'image de la firme. Donc il faut aller du côté droit, approche de la mesure émergente, valeur sociale et valeur dans les affaires. Je suis obligé d'aller beaucoup plus rapide parce qu'il paraît que le temps est parti déjà. Et même ici, intégration de la valeur partagée dans les investissements. Les investisseurs seront obligés également de prendre en considération, pas simplement combien d'argent qu'ils vont réaliser, mais qu'est-ce qui se passe également au niveau social. Donc il y a tout un nouveau langage, un nouveau dialogue qui est maintenu en considération. Et je terminerai avec ça, qui est le spectrum hybride, à savoir ce changement. De manière traditionnelle, qu'est-ce que nous avons? Il y a les organisations à but non lucratif traditionnelles, les ONG que nous avons, et de l'autre côté, gauche, droite, pas vrai, entreprises à but lucratif traditionnel. Ce sont les deux extrêmes qui ont dominé pendant longtemps, pas simplement en Haïti, mais à travers le monde. Comment ramener les organisations à but non lucratif traditionnelles?
à devenir des organisations à but non lucratif générant des revenus. Ce n'est pas simplement recevoir des revenus, mais comment générer des revenus également. Et comment, du côté des entreprises à but lucratif traditionnelles, comment créer des entreprises pratiquant la responsabilité sociale. Donc on se ramène vers le centre. Entreprise sociale, vous générez des revenus. Et du côté des entreprises à but lucratif, entreprises socialement responsables. Donc c'est ce recentrage qui est fondamental, avec comme finalité la création de la valeur sociale du côté des entreprises à but non lucratif et à valeur économique lucrative traditionnelle. Et comment nous allons avoir des méthodes commerciales supportant des programmes sociaux. Vous, des ONG, vous aurez à apprendre comment le commerce fonctionne, ce qui est bon, comment les utiliser. Et du côté économique, faire de la bonne chose et le faire bien, doing good and doing well, et l'un apprend de l'autre. Voilà un petit peu le changement qui se produit du mécénat vers la valeur partagée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Farrell. Merci pour cette ouverture, de belles idées sur le futur. Et comme il n'y a pas de futur sans culture, j'invite donc l'assistance à nous livrer ses réflexions, ses questions, ses commentaires sur ces deux discours très intéressants sur le mécénat et la valeur ajoutée. Alors la valeur ajoutée, partagée, pardon. Alors on va passer un micro, on n'en a pas beaucoup de temps, à peine une trentaine de minutes pour les interventions de la salle. Merci. Donc j'ai un micro mobile. Qui est-ce qui aurait la première question, le premier commentaire, la première remarque pour nos exposants d'aujourd'hui? Donc merci de préciser votre nom, votre institution et à qui s'adresse votre question ou vos questions. Merci, c'est Colette Lespinade du GOR, le groupe d'appui aux rapatriés aux réfugiés. N'a dit professeur Farrell, merci pour belle intervention ça. Ouais, qui rapprochait en pile de tout le travail qu'a fait depuis un certain temps dans des secteurs sous sa économie solidaire, qui pas seulement garder et produits finis, hein, mais qui garder tout processus. Là. Et en parlant de culture, nous pensons que il y a tout un travail, un effort qui vous fait pour même changer, on sait de discours dominant qui passait à travers les médias sous question économie en même. Si nous prenons Haïti pendant qu'on fait réflexion ça, qui ça vend nous comme modèle, son modèle économique côté on dit nous même seuls ça nous gagne ses bras pour nous vendre à bon marché et puis pour série de monde vini pour yo venir exploiter. Et là yo vini, yo pas tenu compte de tout ça n'a dit là, de problèmes sociaux, de valeurs et partagées. Donc c'est bras yo sueur yo courageux vinn prendre pour faire un profit exagéré. Si nous prenons modèle qu'a développé là dans sous-traitance, dans Caracol que représente nous comme plus grand projet économique après tremblement de terre là, c'est exactement ça lié. Quand il y a ba moun yo des pitances que moun n'a pas même qu'à manger même, aller pour le porter la caille. Et c'est ça dans toute radio, dans toute cérémonie qu'a fait tous les jours après. Donc comment nous-mêmes nous pour travail aller à l'encontre de discours ça et de modèles dominants ça yo qui justement capable empêcher qu'on empile que ça n'a dit là venir tourner en réalité parce que c'est deux modèles qui pas marcher ensemble. Merci. Donc c'est une question ou un commentaire? Un commentaire. Lequel des deux intervenants veut réagir? À tout de suite. On prend une deuxième question. Bonjour, je m'appelle Ronald Paul, je suis de Rêve Culture, qui est un cabinet qui fait des études dans le domaine culturel. Alors, j'ai une question qui concerne à la fois la première présentation, Madame Lemaître et M. Farrell. Alors, nous avons vu avec Madame Lemaître comment une institution comme la Fondation de France s'est mise en place et répond, je dirais, de façon très positive par rapport au soutien que cette fondation apporte à la culture. Je signale que la Fondation de France, au-delà des frontières de la France, apporte aussi un soutien en Haïti. Nous connaissons le programme FIL, etc. Maintenant, ma préoccupation était de voir comment
un modèle comme la Fondation de France pouvait être acclimaté en Haïti. Et c'est vrai que depuis quelque temps, nous réfléchissons, à l'époque j'étais au ministère de la Culture, on réfléchissait à l'instauration d'une institution qui pouvait assurer le financement à la culture. Parce que la culture en Haïti, les industries culturelles en Haïti souffrent évidemment d'un grand manque de financement. Et à un certain moment, on avait effectivement contemplé l'idée d'une institution qui pourrait apporter. On a envisagé le modèle de la SODEC au Canada, on a envisagé le modèle d'une fondation. Merci d'être un petit peu plus bref. C'était pour introduire l'idée d'une institution qui serait de préférence une banque de développement culturel, mais fait sur le modèle de valeurs partagées. Alors, la question, justement, s'adresse à M. Farrell. Comment concevoir une institution et sous le modèle d'une banque qui s'inspire évidemment d'une fondation, mais une banque qui travaillerait suivant le modèle des valeurs partagées et non sur le modèle des valeurs ajoutées. Merci. Grosse question pour M. Farrell. On prend une dernière intervention, une troisième intervention, comme ça on pourrait traiter les trois. Il n'y en a pas? Bonjour, Christophe Coco de la société IMS, c'est ingénierie mouvement du sol. Cette question s'adresse plutôt à Monsieur Farrell, mais vous pouvez y répondre également. Vous nous avez présenté le PIB par habitant de la section Caraïbes qui est passé de 6 000 à 12 000 en quelques années, Haïti qui est passé de 2 000 à 2 000. Je ne vois pas tellement comment, donc c'est plutôt la question, le mécénat va pouvoir faire évoluer ce PIB, le faire passer de 2000 à 2005 ou 4000. Pour moi, c'est plutôt 100% un problème de gouvernement, mais comment donc le mécénat pourrait y intervenir ou donner un coup de pouce? Merci. Merci. M. Farrell? Non, on a pris 3 questions là. On a parlé d'économie solidaire, la culture, le modèle économique. Je ne pense pas que ce soit simplement ce modèle économique. Il y a un modèle d'ONG que nous avons en Haïti qui pose problème également. Car il y a beaucoup de professionnels haïtiens qui pensent qu'ils peuvent mener leur vie exclusivement au niveau des ONG, qui ont un salaire assez intéressant, ou une belle voiture, mais encore une fois, vous allez voir que ce modèle d'ONG ne pourra pas nous permettre de sortir de tout cela. Il faut questionner ça également. Maintenant, quel modèle économique pour Haïti? Moi, ma position, c'est qu'il faut qu'il soit bâti sur l'éducation. Parce que lorsque vous avez un niveau d'éducation assez intéressant, ça vous permettra d'évoluer beaucoup plus rapidement. C'est un échec pour Haïti qu'en 2010, qu'on puisse nous donner la sous-traitance qu'on a commencé en 1970 comme Taïwan de la Caraïbe avec Jean-Claude Duvalier. Les Dominicains ont accepté de céder certains postes de sous-traitance au niveau de la frontière parce qu'ils ont évolué de manière considérable. Ils ont commencé après avec la sous-traitance et maintenant ils ont aujourd'hui quoi? Les technologies de l'information et de la communication. Donc il faut qu'il y ait des investissements sérieux, mais que l'entrepreneurship ne soit pas exclusivement au niveau des affaires, l'entrepreneurship social. Quand je vous dis que les ONG vont disparaître également si on met en position ce concept de valeur partagée. Donc le modèle économique, à savoir de sous-traitance, certainement, ce n'est pas la solution haïtienne. Il faut diversifier l'économie, réduire les pressions sur la terre au niveau de l'agriculture. La sous-traitance peut être une étape, mais on ne peut pas rester pendant 30-40 ans à faire de la sous-traitance comme on le fait ici en Haïti aujourd'hui. Il faut investir dans l'éducation. D'ailleurs, on a vu dans le schéma qu'on avait productivité de l'entreprise, les talents, les compétences des employés. Donc si on n'investit pas dans l'éducation, s'il n'y a pas de productivité, il sera extrêmement difficile de modifier le salaire. Donc il faudra qu'on puisse changer totalement ce modèle. L'entrepreneurship social, oui, vous avez une ONG, mais pas une ONG à bouffer toujours de l'argent, à attendre toujours de l'argent, mais à générer des revenus et à aider le système en général. Banque de développement culturel, moi je ne suis pas en général pour la prolifération des banques. On peut avoir des produits financiers pour le secteur culturel. Au lieu de faire une banque, je pourrais dire au niveau du budget de la République, pourquoi on ne met pas des fonds qui sont ce qu'on appelle venture capital, à savoir des fonds à risque, qui pourraient être gérés par la plateforme FDI, des banques qui existent déjà,
et qui auront à octroyer le crédit, car sans la finance, il sera extrêmement difficile de développer la culture en quelque sorte. Et si on parle de tourisme, on ne peut pas le faire sans la culture. Et le CTO, qui est l'organisme régional au niveau du tourisme, estime que le principal avantage comparatif de la Caraïbe aujourd'hui, c'est la culture. Et Haïti en a besoin. Donc ce mécénat culturel doit être lié à des activités rentables. Ce n'est pas juste investir dans la culture pour faire la culture, mais comment on peut en bénéficier également. Haïti a un avantage comparatif dans les lettres. Chaque année, vous entendez des écrivains haïtiens qui gagnent. Ça donne une bonne image au pays. Mais comment nous allons lier tout cela avec l'économique pour que l'une puisse alimenter l'autre? Le dernier point, le produit intérieur brut par habitant, comment le mécénat va supporter tout cela. Comme on a vu dans la valeur partagée, le secteur privé des affaires ne pourra pas seul le faire. Les ONG ne pourront pas le faire. Le gouvernement ne pourront pas le faire. Donc c'est briser tous ces silos. L'argent qui entre comme activité sociale, pas de la charité, comment on peut rentabiliser les fonds et permettre que le secteur culturel, qu'on fasse un cluster culturel pouvant supporter le cluster touristique, pouvant supporter le cluster agricole. Donc tout ceci est lié pour qu'il y ait cette croissance en quelque sorte. Oui, peut-être pour compléter. Merci, M. Farrell. Madame le maire. Je pense que nos deux interventions ont eu l'air beaucoup plus antagonistes qu'elles ne le sont. Je crois que tout ce qui concerne la création de la valeur partagée, le secteur que je représente se pose ces questions énormément aujourd'hui, et notamment cette question de la cohérence entre le lieu d'où vient l'argent et la façon dont il est redépensé. Et notamment la question des placements, par exemple. Nous avons des groupes de travail aujourd'hui pour réfléchir quand les ONG, quand les fondations, qui sont des institutions patrimoniales, placent leurs fonds, où est-ce qu'elles investissent l'argent qu'elles vont, qui va produire des revenus et qu'elles vont redistribuer ensuite pour améliorer la vie de la société. Donc nous avons ces préoccupations sur la question de la valeur partagée et d'investir nos fonds dans des entreprises qui prônent la valeur partagée. Non, je ne crois pas non plus que le modèle puisse être unique et clos. Quand vous avez montré le parallèle entre, on commence par l'ONG qui est complètement financée et on finit à l'autre bout par l'entreprise totalement lucrative, et au milieu on a toutes les formes intermédiaires d'ONG qui vont effectivement produire des services, l'économie sociale et solidaire, l'entreprise qui intègre les questions de développement durable, etc. C'est effectivement un continuum qui doit s'installer, on doit aller vers plus d'économie, de valeurs partagées, mais néanmoins, dans le monde des ONG, je pense qu'il y aura toujours des ONG qui auront besoin de seed money, c'est-à-dire que tous les services produits pour la société ne pourront pas être rentables. Voilà, il y a certaines parties de l'économie culturelle qui pourra produire des revenus, mais peut-être pas tout. Et donc le cycle plus classique que vous dénoncez, c'est-à-dire que l'entreprise classique qui va produire des profits et ensuite les entrepreneurs à la Bill Gates vont dépenser leur argent dans le non-profit, dans l'univers non-profit. Je pense que ce cycle-là, des gens qui auront gagné de l'argent dans l'entreprise demeurera, et c'est un modèle qu'on voit se développer, des gens qui par responsabilité personnelle, qu'on considère qu'ils doivent ensuite reverser. Je pense que ce cycle-là demeurera, il ne sera pas totalement éradiqué par le cycle économique que vous avez montré, et qu'il est nécessaire que du seed money continue à perdurer. Alors, juste un mot sur la fondation, sur l'outil dont je vous ai parlé et le développement d'une fondation culturelle. Là, je parle un peu... je pense que la Fondation de France, honnêtement, n'aurait pas pu se développer si elle n'avait été que culturelle, sur le modèle sur lequel elle a été copiée. Pourquoi ? Parce que elle a créé son assise financière parce qu'elle était multicause et que donc elle allait à la rencontre d'un certain nombre de donateurs qui avaient des motivations diverses. Et elle s'est acclimatée dans le paysage, et au fur et à mesure où elle s'est acclimatée, elle a pu générer de l'argent non affecté, des gens qui lui ont fait confiance, et elle a pu entretenir tout le spectre de ses activités grâce à ça. En France, il y a eu plusieurs tentatives de créer des fondations communautaires, des fondations culturelles, notamment sur la question du patrimoine. C'est très compliqué à faire démarrer, à trouver de l'argent privé pour faire uniquement vivre la culture. C'est un peu avec cette
arrière-pensée que je vous ai montré ce modèle-là. Parce que je pense d'abord que la culture, elle s'hybride avec les problèmes sociaux aujourd'hui, avec les problèmes économiques, elle n'est pas suspendue en l'air toute seule, et que l'intérêt d'avoir un spectre plus large, c'est à la fois du point de vue de la collecte, d'être capable d'attirer des donateurs sur des causes multiples, et en même temps sur le plan de la redistribution, pouvoir faire des choses plus sophistiquées. Voilà. C'est en tout cas l'expérience de la Fondation de France, elle ne se serait jamais développée dans les mêmes conditions si elle n'avait pas été généraliste. Et pourtant, le projet initial était culturel. Merci Madame le Maître. J'aimerais ajouter quelque chose rapidement. Et sachez qu'en économie, on parle de biens non marchands. Donc il y a des ONG qui sont impliquées dans des biens non marchands qui ne pourront jamais générer des revenus. Maintenant, pour revenir à la finance, parce que dans le monde social, la finance, on doit l'intégrer. On a ce qu'on appelle le Trust Fund, le Endowment Fund. Et je prends un cas, suivant la Unibank qui est présente dans la salle, qui a récemment, à l'occasion de son 20e anniversaire, donné $1 million américains pour l'éducation. C'est une très bonne chose. Ils ont fait de l'argent, ils disent on va donner $1 million américains. Mais ce qu'on aurait pu faire, c'est que la Unibank aurait pu jouer le rôle de leader pour dire quelle autre firme est prête à apporter de l'argent également au niveau de ce fonds pour l'éducation. Donc au lieu de dépenser le $1 million de l'éducation, 3-4 ans, et on va rechercher notre million, on pourrait investir les 5-6 millions de dollars américains et le rendement de ce fonds pourrait alimenter de manière soutenable. Donc parfois, il est préférable d'entrer moins l'année et d'avoir des cash flows sur une période beaucoup plus longue. Donc c'est pour vous dire que la finance devrait vous intéresser. Ce n'est pas simplement attendre de l'argent, c'est comment faire travailler l'argent et le rendement pour pouvoir en bénéficier pour les biens non marchands, comme Madame l'a dit, parce qu'il y a des ONG qui ne pourront jamais générer des revenus. Ils ont toujours besoin d'argent, mais avec des conditions, la performance et les résultats. Malheureusement, vous savez que les ONG en Haïti, moi j'aimerais bien voir à la fin de l'année qu'une ONG me dise voilà ce que j'ai réalisé, voilà combien d'argent j'avais reçu, voilà ce que j'ai fait. La transparence n'est pas dans notre culture, tant du côté du gouvernement, des entreprises privées et des ONG. Et la valeur partagée, il faut dire ce que vous faites. Merci beaucoup pour ces interventions très enrichissantes. Nous serons ensemble pendant 2 jours, une bonne partie de la journée et demain aussi. Donc, nous allons prendre une pause.